à longueur d'audition des dirigeants de l'audiovisuel public, même de dirigeants de l'Arcom, nous retrouvons que des profils qui ont été engagés à gauche. C'est la couleur unanime Monsieur politique. Le rapporteur, Sybille Veil, la présidente de Radio France, a été conseillère de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Allez-y, continuez, mais... Lors de l'audition explosive de Stéphane Sidbon-Gomez, les députés ont été stupéfaits par le parcours fulgurant d'un ancien salarié et militant d'Europe Écologie Les Verts. Comment est-il passé des rangs écologistes à un poste stratégique en si peu de temps? Et pourquoi cette trajectoire soulève-t-elle autant de questions? À longueur d'audition des dirigeants de l'audiovisuel public, même de dirigeants de l'Arcom, nous retrouvons que des profils qui ont été engagés à gauche. C'est la couleur unanime Monsieur politique. Le rapporteur, Sybille Veil, la présidente de Radio France, a été conseillère de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Allez-y, continuez, mais... Avançons, s'il vous plaît, dans la discussion. Vous m'avez dit qu'on pouvait avancer. Allez-y, monsieur le rapporteur. Mais soyons précis. La présidente de Radio France, qui est quand même la deuxième entreprise de l'audiovisuel public, a été conseillère de Nicolas Sarkozy. Si on dit la vérité, il faut dire toute la vérité. Il y a effectivement eu des dirigeants qui ont eu des engagements à gauche, mais on a aujourd'hui la présidente de Radio France qui a été conseillère de Nicolas Sarkozy. Allez-y, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, de valider l'exception selon laquelle l'exception confirme la règle du président de l'Arcom, aux dirigeants de France Télévisions, à vous-même, Monsieur le Directeur, à un certain nombre d'autres directeurs d'écoles de journalisme. Nous voyons défiler, et c'est la raison d'ailleurs des questions que je vous pose, un certain nombre de profils militants dont vous faites partie, et j'entends vos réponses sur le fait que depuis que vous n'êtes plus salarié d'Europe Écologie Les Verts, vous faites une distinction. Donc j'entends vraiment vos réponses. On va avancer et je voudrais vous poser... Monsieur le Directeur, je ne vous ai pas posé de question. Non, si. Je ne vous mets pas en cause parce que j'explique que vous admettez la différence entre votre passé et votre activité professionnelle aujourd'hui. Il n'y a aucune mise en cause. Je voudrais qu'on avance parce que ces débats seront, je pense, stériles. On dispose de peu de temps. Je voudrais avancer sur d'autres sujets qui, je pense, intéressent bien les Français, notamment la... Monsieur le Directeur, vous avez qualifié, monsieur le rapporteur, vous avez qualifié le directeur, tout le monde est témoin, d'activiste. Est-ce que vous êtes encore engagé en politique pour qu'on puisse avancer? Non, mais non seulement, comme je vous l'ai indiqué... Donc c'est une question, c'est un commentaire. Depuis le 22 août 2015, je me suis astreint à un strict devoir de neutralité, mais par ailleurs, je voudrais juste rappeler que des illustres prédécesseurs qui sont les miens, Monsieur Christopher Baldelli, ancien patron de France 2, qui a la rédaction sous sa responsabilité, Monsieur Christopher Baldelli, et qui a été un grand patron de RTL, aujourd'hui patron de T18, était au cabinet de Nicolas Sarkozy. Mon collègue immédiat que vous avez auditionné la semaine dernière, M. Tardieu, était directeur de cabinet adjoint sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Vous trouverez, je pourrais citer... On a auditionné Mme Albanel, présidente du comité d'éthique. Vice-président de l'UNEF, vice-président, directeur général de TF1 pendant des années. Je pense que vous trouverez, monsieur le rapporteur, beaucoup de gens à droite et à gauche qui ont pu avoir un parcours public. Vous avez été nommé directeur de cabinet de Delphine Ernotte à 27 ans, d'un groupe qui a plusieurs milliards de chiffre d'affaires et de contributions publiques. Au moment où vous avez été nommé, vous n'avez été qu'employé, vous l'avez rappelé, que par Europe Écologie Les Verts. Vous avez été successivement assistant parlementaire au Parlement européen, directeur de cabinet du groupe Europe Écologie Les Verts à la région Île-de-France, directeur de campagne d'Eva Joly lors des élections présidentielles en 2012, conseiller spécial de Cécile Duflot jusqu'en 2014, puis embauché comme directeur de cabinet de Delphine Ernotte. Quelques années après, vous devenez numéro 2 de France Télévisions. Vous n'avez jamais travaillé dans l'audiovisuel, mais vous agencez chaque année près de 9000 heures de programme. Vous n'avez jamais été journaliste, jamais disposé de carte de presse, mais depuis plusieurs semaines, vous êtes à la tête de plus de 3000 journalistes de l'audiovisuel public. Vous n'avez jamais travaillé dans une société de production et pourtant vous signez plusieurs centaines de millions d'euros de contrats de production chaque année. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu le numéro 2 de la plus grande entreprise d'audiovisuel en France et l'une des plus grandes en Europe, sans aucune forme d'expérience dans le domaine? J'ai mentionné mon parcours dans le liminaire et je vous ai répondu déjà de manière extrêmement précise et explicite sur mon parcours à France Télévisions. Depuis 2015, j'ai signé mon contrat à France Télévisions le 22 août 2015. J'ai strictement respecté toutes les obligations de neutralité qui figurent au règlement intérieur. Je me suis conformé à toutes les règles
Et mon travail, comme j'ai pu vous le détailler et vous le documenter dans mon propos liminaire, il s'est traduit par des résultats. Et vous savez, monsieur le rapporteur, moi je crois au travail. Je crois aux résultats. Et je crois que ce qui fait la capacité d'un dirigeant, c'est sa capacité à conduire des actions et à être jugé sur ses résultats. Et en matière de télévision, nos résultats, ils tombent tous les jours. Vous ne trouverez pas beaucoup de métiers, monsieur le rapporteur, vous allez traiter beaucoup de sujets, où on est sanctionné tous les jours. À 9h03, ça tombe, le résultat d'audience. Et là, vous devez juger, est-ce que c'est bien la qualité? Est-ce que vous avez bien fait votre travail pour rencontrer le public? C'est ça, la science de la télévision. Mes résultats, ils sont là. C'est pas mes résultats à moi tout seul. C'est ceux d'une équipe des antennes et des programmes. Monsieur le rapporteur, vous n'avez pas souhaité que je vienne ici avec le directeur des antennes, monsieur Cyril Géroubi, la directrice des programmes, madame Anne Holmes. Je dirige une équipe avec des cadres très nombreux qui, tous les jours, participent à cette action. Et juste une dernière chose sur votre question. Quand bien même j'aurais une carte de presse, étant donné les fonctions qui sont les miennes, j'aurais dû y renoncer. Car ce sont les règles du ministère de l'économie et des finances et de la commission de la carte. Une carte de presse, c'est fait pour un journaliste. Il y en a ici dans la salle qui l'ont eu. C'est fait pour un journaliste qui exerce ses fonctions ou qui encadre directement un journaliste. Un dirigeant comme moi, qui encadre des encadrants, qui participe à la stratégie éditoriale, si j'avais une carte de presse, je l'usurperais, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le directeur. Mais je vous demande vraiment de répondre à mes questions. Ma question était plus sur... vous signez des centaines de millions d'euros de contrats avec des sociétés de production. Vous n'avez jamais travaillé dans une société de production. Vous dirigez plus de 3000 journalistes. Vous n'avez jamais été journaliste. Et je vous le dis parce que mon nom, comme rapporteur, est sorti depuis plusieurs semaines. Beaucoup de journalistes de France Télévisions viennent me voir en off, m'admettant une forme de pression et me demandant de ne pas révéler leur nom, parce que quand ils ont eu depuis ces dernières années Arlette Chabot, Olivier Mazerolle, Monsieur Thuillier comme patron de l'info, qui ont été des journalistes qui d'ailleurs faisaient preuve d'imperméabilité vis-à-vis du pouvoir politique et qu'on ne pouvait pas accuser d'ailleurs de connivence avec le moindre parti, ils s'étonnent de votre profil de militant ou d'activiste comme nouveau patron de l'info. Qu'est-ce que vous leur répondez? Quelles sont les garanties que vous apportez quant au principe de neutralité? Bon, on va essayer de partir sur des principes clairs et simples. C'est une commission d'enquête. Chaque Français qui a un intérêt de près ou du loin avec l'audiovisuel public peut être convoqué. Donc, monsieur le rapporteur, je vais être très clair. S'il y a des gens avec lesquels vous échangez, dont vous jugez qu'ils ont des choses à dire à cette commission d'enquête, vous me demandez de les convoquer, je les convoquerai. Mais je ne peux plus... Non, on ne refusera aucun salarié qui aurait des éléments à nous communiquer caractéristiques ou caractérisant des infractions ou des délits. Donc maintenant, on va arrêter de relayer des suspicions, des éventuels emails. Non, mais je termine là et on avance. Soit vous portez à la connaissance de cette commission d'enquête des emails dont vous avez la connaissance, des éléments que les salariés vous ont communiqués, et je les auditionnerai, et je porterai à la connaissance des membres de cette commission ces éléments par transparence, mais on fait un travail de transparence jusqu'au bout. Je vous propose, monsieur le rapporteur, si vous voulez répondre, je vous laisse répondre. Et vous avez indiqué, monsieur le directeur, qu'il n'avait pas eu d'expérience dans les sociétés de production auparavant, c'est vrai, mais j'imagine que s'il avait été directeur d'une société de production, vous auriez crié au conflit d'intérêts. Monsieur le Président, je m'étonne d'un point, c'est que vous m'expliquez que chaque personne que je demande à auditionner, vous me l'accordez. Il a été fait état dans la presse, et vous l'avez vous-même révélé, que d'anciennes personnalités qui ont d'ailleurs fait des millions de téléspectateurs sur les chaînes de l'audiovisuel public. J'ai demandé leur audition parce qu'ils ont été licenciés sur une politique assumée de la nouvelle présidence et direction de France Télévisions. Vous refusez qu'elles soient auditionnées, donc je vous prends au mot. Vous me proposez d'auditionner des personnes que je souhaite. Je vous prends au mot, j'ai une liste que je vous ai envoyée, et moi aussi j'estime qu'il faut auditionner tout le monde. Sur le deuxième, et j'en finirai là, quand vous expliquez qu'on pourrait auditionner tout le monde, non, il y a des personnes chez France Télévisions, je vous assure, monsieur le directeur général, il y a des personnes qui viennent me voir, qui me révèlent un certain nombre de faits, qui ne veulent pas être auditionnés parce qu'ils ont peur. Et il y a des journalistes
qui me disent que dans une entreprise où vous avez la numéro 1, Madame Ernotte, qui explique par exemple qu'il ne faut pas représenter la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit, qui met une cible sur le dos de journalistes et de confrères d'une certaine chaîne d'information en les accusant d'extrême droite. Et quand vous avez un numéro 2 qui n'a travaillé que pour un seul parti politique, j'ai certains journalistes qui me disent que quand vous avez le numéro 1 et le numéro 2 d'une entreprise, en plus le service public qui partagent les mêmes convictions politiques, on peut subir de façon même indirecte, je ne dis pas qu'ils ont des pressions au quotidien, c'est loin de mes insinuations, mais de façon indirecte, ils peuvent subir ce genre de pression. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là? Comment, ma question est simple, et j'ai été interrompu par le président, pourtant ma question était simple, comment vous garantissez le respect des principes de neutralité, d'impartialité et d'honnêteté de la part des 3000 journalistes, alors que vous-même avez un profil d'activiste et d'ancien militant? Je vous laisse répondre, monsieur le directeur. C'est mon rôle de vous informer qu'on peut auditionner les personnes à huis clos. Non, parce que moi, je suis le garant du fait qu'ici, c'est pas le lieu où on n'informe à moitié les membres de la commission d'enquête. Alors, la question est légitime, mais ne vous appuyez pas, s'il vous plaît, sur des discussions que vous avez eues dans le secret, parce que sinon, je suis tenu de convoquer ces personnes, parce qu'on peut les auditionner à huis clos. Donc, vos questions sont légitimes. Je dis juste, ne vous appuyez pas sur des éléments dont la commission n'a pas connaissance. C'est tout ce que je dis. Vos questions sont parfaitement légitimes, et je vous laisse les poser, et je m'assurerai que vous ayez des réponses. Mais s'il vous plaît, pour que nos travaux se passent dans des conditions sereines, et totalement transparente vis-à-vis de ceux qui nous écoutent. Ne faites pas référence à des éléments dont vous n'avez pas porté l'information aux membres de la commission d'enquête, ou alors faites-le dans les réunions de bureau. C'est tout ce que j'ai dit. Monsieur le directeur, allez-y sur la réponse que je n'explicite pas parce qu'elle était assez claire du rapporteur. Monsieur le rapporteur, plus vos questions seront précises, plus j'essaierai d'y apporter des réponses précises, vu que c'est mon but ici en toute transparence. Concernant la question de l'encadrement des journalistes, je précise que l'encadrement des journalistes par moi-même et à la direction des antennes et des programmes, avec le rattachement du réseau France 3, de l'ensemble des journalistes de France 3 Région, date de 2021. Que cet encadrement, il est effectif depuis plusieurs années, que les résultats sont là. À l'époque, et c'est pour ça que je vous remercie, monsieur le rapporteur, monsieur le président, d'avoir accepté que je vienne avec monsieur Martinetti, j'ai nommé monsieur Martinetti, journaliste en charge, directeur délégué, en charge de l'encadrement de l'ensemble des équipes du réseau France 3. Vous avez indiqué qu'en novembre, la présidente a souhaité procéder à une réorganisation dans ce cadre-là, rapprochant l'information des antennes et des programmes. J'ai immédiatement confié à M. Martinetti un rapport qui vise à établir toutes les garanties afin que l'indépendance de la rédaction, qui, je le rappelle, est mentionnée, y compris dans le préambule de la Constitution, que l'indépendance de l'audiovisuel public, que l'indépendance du travail des journalistes soit pleinement garantie et assurée par notre organisation. Monsieur Martinetti va vous détailler les procédures. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, en l'occurrence Monsieur le rapporteur, il est bon de revenir à votre question initiale sur le rattachement de l'information à la direction des antennes et des programmes. Avant toute chose, et il me semble que c'est essentiel à la clarté de nos échanges, il est toujours important de rappeler l'enjeu, le but, l'objectif que nous avons à travers cette organisation. D'une part, renforcer la cohérence éditoriale de l'ensemble du groupe, de poursuivre, d'amplifier une transformation numérique indispensable et, M. Stéphane Sidbon vous l'a dit, d'assurer une gouvernance plus fluide entre les antennes et les plateformes. Monsieur le rapporteur, l'indépendance de l'information tient avant tout aux garanties que nous mettons en place, aux garanties que nous souhaitons d'ailleurs conforter, amplifier, renforcer dans notre schéma organisationnel. Je le rappelle, il y a un directeur de l'information à France Télévisions qui est journaliste, qui est membre du comité de direction de la présidente. Il y a une chaîne éditoriale claire au sein de France Télévisions, au sein de la direction de l'information, avec des rédacteurs en chef, des éditions, des chefs de service, évidemment, une rédaction pleine, entière, autonome, indépendante. Et nous aurons certainement l'occasion de l'évoquer, il y a des chartes éthiques d'antenne, des chartes journalistiques qui nous engagent. Tout cela participe évidemment à l'indépendance de l'information et garantit l'autonomie des rédactions.
Juste pour préciser très rapidement, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, il convient de rappeler les faits, Monsieur Stéphane Sidbon l'a dit, et de rétablir des faits, des vérités. Nous sommes 2589 journalistes CDI à France Télévisions. Il ne s'agit pas de 3000, 4000, 2580 journalistes. Il est toujours utile de rappeler les faits. Nous avons engagé cette transformation avec pour but, notamment dans le réseau régional, d'intégrer les rédactions régionales à la direction des antennes et des programmes. C'est près de 1300 journalistes depuis 4 ans. Et nous avons développé l'information régionale, l'information de proximité. Nous avons augmenté le temps d'antenne avec les antennes régionales, passant de 20 000 heures d'antenne régionale en 2020 à 45 000 heures aujourd'hui. Tout ça pour vous dire qu'il y a une stratégie d'ensemble qui garantit, je vous le certifie, qui garantit l'indépendance et l'autonomie des rédactions. Que vraiment, il y a beaucoup de questions qui se posent sur vos profils. Je le rappelle, vous êtes le numéro 2 de France Télévisions. Avant d'être nommé à France Télévisions, vous n'avez eu que des activités pour un parti politique, donc ces questions sont légitimes. Ce sera une troisième question que je vous poserai. Vous nous expliquez qu'il y a des garanties qui sont mises en place, que vous disposez de rédactions qui ont une pleine et entière indépendance. J'ai parcouru aussi vos comptes Twitter, vos profils Twitter, qui sont des profils publics, qui donnent aussi une inclinaison, une ligne, une forme de consigne, même implicite à vos équipes. Monsieur Sidbon Gomez, je lis, et je le dis avec d'autant plus de recul que les personnes que vous visez ne font pas partie de mon parti. Il y a même des personnalités de gauche, donc j'ai une toute objectivité à le dire. En 2011, à propos de François Hollande, vous vous demandez, je vous cite, comment en une semaine le socialiste le plus réac, nationaliste, pro-nucléaire, a pu faire figure de nouvelle égérie de la gauche. En 2014, vous jugez, je vous cite, Wauquiez effrayant dans sa course à droite. Enfin, la même année, vous appelez une déconstruction utile et urgente face au, je vous cite, racisme d'État qui toucherait en France les musulmans. Il y a d'autres tweets après votre nomination, parce que vous allez me dire que vous n'étiez pas nommé à cette époque. J'ai d'autres tweets à partir de 2020, notamment où vous dénoncez des tremblements de terre populistes suite à la démission du patron de la BBC. Il y en a eu d'autres. Bon, comment est-ce que vous, à titre personnel, vous garantissez une totale indépendance et neutralité vis-à-vis des équipes et des milliers de personnes que vous gérez, quand, dans le même temps, vous tweetez de façon publique des partis pris parfaitement politiques? Comme je l'ai dit, depuis le 22 août 2015, je me suis astreint à un strict respect du devoir de neutralité. D'ailleurs, je ne vois pas à quel tweet vous faites référence en 2020, mais si je commente l'évolution de la BBC, je considère que ça fait partie des missions d'un responsable de l'audiovisuel public, étant donné que l'audiovisuel public relève de la BBC, monsieur le rapporteur. Donc, moi, mon passé, il est public. Je pourrais faire comme certains qui, il y a quelques mois, effacent l'ensemble de leurs publications sur les réseaux sociaux. Je pourrais cacher des choses, je pourrais... moi, tout ce que j'ai fait depuis l'âge de 13 ans, c'est public. Il n'y a rien qui est dissimulé, il n'y a pas... Et je ne me suis jamais caché derrière mon petit doigt. J'ai décidé d'avoir une vie professionnelle. Comme des millions de Français, monsieur le rapporteur. Comme des millions de Français qui, à 25 ans, s'engagent dans l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, et qui ont des responsabilités de dirigeants. Alors vous allez retrouver, je pense, plein de choses sur ce que j'ai écrit quand j'avais 14 ans aussi. Mais, en fonction, j'ai assuré un strict respect de mon devoir de neutralité. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail.